La première chose, il me semble qu'il faut peut-être faire un retour en arrière sur ce qui s'est passé depuis 2011. Bon, la première interrogation que j'ai, moi, c'est que en novembre 2011, donc, il y a eu des élections législatives. Et dans ces élections législatives, les islamistes, si on ajoute les frères musulmans plus les salafistes, ça fait 60, 65%, 70% de vote. Alors on a invoqué des achats de voix, des pressions sur les gens, etc. Mais ça n'explique certainement pas ce raz-de-marée islamiste qu'il y a eu à la fin de 2011 pour le premier scrutin démocratique. Ce qui est assez surprenant, c'est que 7 mois plus tard, au mois de juin 2012, lorsqu'il y a les élections présidentielles, les islamistes ont perdu beaucoup de leur électorat, mais ça ne les empêche pas d'arriver au deuxième tour, et au deuxième tour de remporter les élections. Donc peut-être qu'il y a eu des pressions, peut-être qu'il y a eu des achats de voix. J'ai entendu par deux personnes différentes l'histoire véridique selon laquelle en fait Morsi n'aurait pas gagné les élections, mais pour éviter un bain de sang, on aurait tripatouillé le résultat de quelques voix. Bon, c'est certainement une fable, mais ce qui se passe en juin 2012, c'est que Morsi est élu démocratiquement, et à ce moment-là, il semble qu'il y ait de la part des Égyptiens une acceptation de cette élection. Alors, un an plus tard, et pour fêter cette année plus tard, donc au mois de juin, pour fêter le bon anniversaire de l'élection, enfin, ou de la prise de fonction de Morsi, donc les démocrates ou les jeunes lancent une pétition qui pouvait paraître quand même un petit peu curieuse, de lancer une pétition pour demander la destitution d'un président élu. Cette pétition a un résultat, recueille un nombre de voix absolument incroyable. Et donc il y a cette pression de la rue qui est relayée ensuite par les militaires. La première question que je me pose, c'est comment on en est arrivé là, c'est-à-dire de novembre, je crois que les élections c'était en novembre 2011, comment de novembre 2011 où 60-70% de la population vote islamiste, frères musulmans ou salafistes, au mois de juin 2012, où il y a 30 millions, ou je ne sais pas combien de millions de gens qui signent cette pétition. Comment en est-on arrivé là ? Tout le monde disait que les frères musulmans étaient bons, qu'ils allaient être bons, que c'était des fins politiques, qu'ils étaient prêts à prendre le pouvoir, qu'ils attendaient ça depuis longtemps. Comment se fait-il qu'ils se soient que leur pouvoir se soit désagrégé aussi rapidement? Est-ce que c'est parce qu'ils étaient obsédés par la prise du pouvoir? Est-ce qu'ils étaient obsédés par les questions religieuses? Est-ce que parce qu'ils avaient sous-estimé les questions économiques et sociales auxquelles faisaient face les Égyptiens? Mais en fait, cette dégringolade des frères musulmans dans l'opinion est absolument remarquable. Enfin, pour moi, quand même, une question énorme. Un autre point, une autre question qui est moins importante que celle-là, c'est comment expliquer les prises de position des démocrates. Et moi, je pense en particulier à Alain El-Aswani. J'avais assisté à un débat au centre culturel au Caire où Alain El-Aswani disait que le premier ennemi, que les frères musulmans, ils n'étaient pas terribles. En fait, que le premier ennemi, c'était l'armée. Et qu'il fallait absolument, et puis que maintenant, Alain El-Aswani, mais c'est pas Alain El-Aswani tout seul, parce qu'il représente en fait tout un courant de pensée qui, après avoir considéré que l'ennemi prioritaire c'était l'armée plutôt que les frères musulmans, ont changé d'avis et sont des soutiens aujourd'hui de l'armée. Alors ça c'est ma deuxième question. La troisième question, c'est cette répression qui est mise en œuvre depuis le mois de juillet, elle est absolument terrible. Alors, pourquoi ? Est-ce que l'armée
Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution pour s'attaquer au problème des frères musulmans? Est-ce que c'est parce que l'armée veut envoyer un autre message? C'est-à-dire qu'elle ne s'adresse pas simplement aux frères musulmans, mais à l'ensemble de la société pour montrer qu'elle veut le contrôler. Bon, cette répression, elle est absolument terrible. Alors pour l'avenir, il me semble qu'on peut se poser des questions. D'ailleurs, le titre de notre conférence, Révolution ou Restauration, ainsi, on peut se poser plusieurs questions. D'abord, première question, c'est il va y avoir des élections. En principe, il va y avoir des élections. Enfin, souvent, on annonce des élections et puis elles se passent plus ou moins. Mais enfin, il va y avoir des élections. Est-ce qu'il peut y avoir des élections démocratiques sans les frères musulmans? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut avoir un véritable démocratie? Parce que les frères musulmans, ils représentent quand même pas mal de gens, même s'ils ne représentent pas 70% de la population comme à la fin de novembre 2011. Ils ont une implantation, ils ont des sympathisants. Même si on fout en tôle 2000 leaders, il reste beaucoup de sympathisants des frères musulmans. La deuxième question, c'est pourra-t-on revenir sur les dispositifs hyper répressifs actuels, hein, c'est-à-dire que on met en place des tribunaux militaires, une répression aussi qui concerne les journalistes et les médias. On met en place un certain nombre de choses. Est-ce qu'on a un ticket de retour là-dessus? Est-ce qu'on pourra revenir sur cet hyper répressif? Une autre question qui est peut-être la question principale, c'est que, en définitive, avant la révolution de 2011, il y avait deux forces qui structuraient l'Égypte, deux structures hiérarchiques ayant une mainmise sur une partie importante de la société, c'est l'armée et les frères musulmans, hein, qui d'une certaine façon sont des structures qui, si elles s'opposent aussi, elles se ressemblent un petit peu. Et après l'élection de Morsi, il y a eu une collusion entre ces deux forces. Le problème de la révolution, c'est qu'elle n'a pas réussi à faire émerger au niveau politique une force démocratique de nature à dépasser cette espèce de duopole à l'heure actuelle, je dirais, il n'y a pas beaucoup d'espace pour l'émergence, peut-être encore moins d'espace pour l'émergence d'une force démocratique que par le passé. Voilà. Alors la dernière question que je me pose, c'est alors, on entend ici, c'est un coup d'État, on ne revient même pas à Moubarak, mais on revient à la répression Nasser et du temps de Nasser, ou de Sadat, de Nasser. Moi, mon impression, enfin c'est une impression, hein, c'est que, enfin bon, la dernière fois où je suis allé en Égypte, c'était il y a un mois, où il y avait une fébrilité, je dirais que est-ce qu'il y a, même si l'armée réprime, même si l'armée reprend un modèle répressif, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est passé en 2011 qui fait que, une phrase que l'on entendait en permanence après la Révolution, c'est « on n'a plus peur, on n'aura plus peur, on ne se laissera pas faire ». Donc, est-ce que ceci est un acquis qui fait que, une fois que on aura bien réprimé les frères musulmans, à ce moment-là, on va entrer dans une autre phase dans laquelle la population va reprendre son mot et ne pas se laisser marcher sur les pieds et ne pas accepter un régime totalitaire? Ou est-ce que ceci, c'est des mots, c'est une phase, c'est-à-dire, et puis qu'on va retomber dans un système proche du système de Moubarak. Enfin voilà, bon, quelques questions. Je passe la parole à Sarah. Merci. Donc je vais essayer de répondre un petit peu à ces questions-là. Et j'ai préparé mon intervention. Et de manière significative, donc le titre du séminaire, c'est Égypte, acte 2 de la Révolution ou bien Restauration. Et en fait, en préparant mon papier, là, mon intervention, dans ma tête, je répondais à la question suivante, Égypte, acte 2 de la Révolution ou coup d'État? C'était ça. J'ai tellement vu cette question-là c'est à cette question-là que je suis en train je voudrais répondre. Et évidemment, en répondant à cette question, il y aura des éléments par rapport à la question de la restauration ou pas.
Alors donc, Égypte, acte de la révolution ou bien coup d'État. Alors ma réponse est claire et sans ambiguïté. Il s'agit des deux phénomènes à la fois. Il faut appeler un chat un chat. La destitution de Morsi le 3 juillet dernier est un coup d'État qui a démis le premier président de la République égyptienne, élu au suffrage universel dans le cadre d'élections pluralistes. Que Morsi ait gagné avec très peu de différence avec Shafik, ou qu'il ait eu des doutes sur certains aspects des élections présidentielles, ne change rien au fait que c'est un coup d'État. Mais en même temps, ce coup d'État a été préparé, précédé, accompagné et demandé, légitimé sur le plan interne, par une mobilisation populaire extraordinaire, autrement plus importante que celle du 25 janvier 2011. Oui, il est possible de considérer cette mobilisation comme l'acte 2 de la révolution du 25 janvier, même si la temporalité et les catégories d'acteurs des deux mobilisations sont différents, et même si surtout les conséquences sont encore une grande inconnue. Donc mon intervention, mes propos sont triples. D'abord montrer la différence entre les deux mobilisations, celle du 25 janvier et celle du 30 juin. Montrer également comment les frères musulmans au pouvoir ont involontairement, évidemment, construit le consensus politique et social pour se faire chasser du pouvoir. Et enfin, et peut-être surtout, tenter d'expliquer la terrible indifférence qui a accompagné le massacre des sit-iners de Rab al-Adawi. Et montrer comment cette indifférence a été préparée, légitimée par une catégorie d'acteurs qui ont été fondamentaux dans la lutte contre l'autoritarisme de Moubarak et pour préparer la révolution du 25 janvier, l'intelligentsia égyptienne, formée de journalistes, de stars médiatiques et d'intellectuels. Morsi a été lynché médiatiquement avant de l'être politiquement, lui et son groupe. Je mettrai en exergue les référents principaux de ce discours médiatique et je montrerai également que ce discours médiatique n'a pas inventé de toutes pièces ses référents, mais qu'il a actualisé des ressorts existants dans la société égyptienne et qui ont trait aux particularités de la construction identitaire et politique dans ce pays, le nationalisme égyptien, son rapport à l'État, son rapport à l'institution militaire et également son rapport à la culture. Alors, j'ai été invité dernièrement à un colloque sur les foules organisé par une équipe de recherche ici en France, formée d'historiens, de sociologues et de psychanalystes. Et dans mes communications, j'avais tenté de décrire les différences entre la constitution des foules du 25 janvier et celle du 30 juin. En 2011, la foule s'est constituée pendant les 18 jours. Elle a payé le prix fort de sa constitution comme foule avec l'apparition d'une nouvelle catégorie d'acteurs, les martyrs de la Révolution. Les foules du 25 janvier ne savaient pas où elles allaient et ce qu'elles demandaient. Personne ne s'attendait à sa sortie en masse du 25 janvier, comparativement aux petites manifestations des années précédentes. La police était contre elles. Les foules du 25 janvier ont fixé leur objectif dans l'espace temporel de 18 jours suite à la répression. Le peuple veut la chute du régime. La conquête de la place Tahrir le soir du 28 janvier a été obtenue grâce à la déliquescence des forces de police qui ont abandonné la partie, éreintée par 4 jours de répression d'une foule décentralisée partout et nulle part à la fois. Mais la conquête de la place Tahrir, le soir du 28 janvier 2011, a été réalisée en même temps que l'arrivée des chars de l'armée, sans que cette dernière ne tire sur la foule, signalant par là la neutralité de sa position. Les foules du 30 juin étaient différentes. Elles sont sorties dans la rue assez sûres d'elles et assez confiantes de gagner, car elles avaient intuitivement compris que les forces répressives étaient avec elles. Le ministre de l'Intérieur avait déclaré que son but était de protéger les manifestations et non de les combattre. Il avait également déclaré que le ministère de l'Intérieur n'avait pas pour mission de protéger les locaux des partis politiques, étant entendu qu'il s'agissait du grand local des frères musulmans, pris à partie par une partie de la jeunesse révolutionnaire qui voulait venger leurs camarades assassinés par les milices des frères musulmans au moment du soulèvement de l'Ittihadiyya au début du mois de décembre et qui a été le précurseur du 30 juin 2011. Je rappelle que ce premier soulèvement, décembre 2012, que ce premier soulèvement est né de la déclaration constitutionnelle de Morsi du 22 novembre 2012, où il s'arroge tous les pouvoirs afin de faire passer son projet de constitution. On a donc vu les officiers de police se mêler à la foule du 30 juin et même être portés en triomphe. La nouvelle direction de l'armée avait montré des signaux qu'elle était avec les manifestants et on a vu les hélicoptères de l'armée sillonner le ciel au-dessus des manifestants. Les foules égyptiennes du 30 juin rappellent à s'y méprendre celles de la Sainte Marche en avant, qui sont sortis pour demander à Nasser de revenir sur sa décision de démissionner et analysée avec brio par l'historien égyptien Cherif Younes. Un mélange de spontanéité, d'interrogation et d'orchestration. De même, et peut-être surtout, comme en 1936 en France, comme c'est beau de faire la grève quand le gouvernement est avec nous.
Et telle était l'impression générale des derniers jours avant la sortie dans la rue du 30 juin. Le pouvoir n'était plus au palais présidentiel, mais ailleurs. D'une certaine manière, Mohamed Morsi lui-même avait préparé le terrain à cette vacuité du lieu du pouvoir présidentiel en donnant l'impression fausse ou réelle d'appliquer les directives du bureau de la guidance à Moattam. Cette foule, d'une ampleur inégalée, autrement plus importante que celle du 25 janvier, réclamait le départ de Morsi. C'est ce qui a été fait le 3 juillet, provoquant une indescriptible joie et de bonheur un peu partout en Égypte. Les frères musulmans, chassés brutalement du pouvoir, organisent leur sit-in et déclarent être prêts pour le martyre. Le général Sissi demande au peuple de sortir dans la rue une nouvelle fois pour lui donner un mandat pour régler le problème. Les foules sont sorties également, mais dans une proportion moindre. Et un mois et demi après, donc, l'affaire est réglée avec le massacre des sit-iners de Rabah al-Adawi. Alors, après la destitution de Morsi, du 3 juillet, et après la répression féroce contre les frères musulmans, de nombreux analystes ont eu tendance à considérer que l'extraordinaire descente dans la rue du 30 juin contre Morsi a été organisé et téléguidé par l'armée et l'ancien système de Moubarak. Mais dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe. Dans les prochains numéros de Confluence, vont paraître 2 textes sur l'Égypte. L'un porte sur la mobilisation de Tamarrud, ces jeunes qui ont fait signer la pétition, écrit donc par 2 jeunes doctorantes, et un autre également écrit par Clémence Heur et qui s'intitule de manière significative « L'Égypte, Thermidor, l'an 3 ». Ces textes montrent bien qu'à l'origine, l'initiative de la journée du 30 juin 2013 et de la mobilisation rébellion provient bien de jeunes activistes nassériens qui ont débuté leur parcours militant dans le mouvement Kifaya et également dans et après le soulèvement du 25 janvier. C'est autour donc de la signature d'une pétition demandant de nouvelles élections présidentielles que la mobilisation s'est construite. C'est quand la réussite de la récolte des signatures est apparue qu'elle a attiré d'autres acteurs, politiques et sociaux, et notamment les anciennes élites politiques et administratives du régime de Moubarak. Et évidemment, les partis politiques de l'opposition non islamiste, notamment le Front du Salut, les salafistes du parti Nour, qui ont été lésés par les frères musulmans dans la distribution des postes, les élites administratives et politiques de Moubarak, humiliées par le 25 janvier, les élites juridictionnelles menacées par les réformes de Morsi, une partie du secteur privé des affaires et la puissante élite intellectuelle et médiatique, et enfin la direction de l'armée. Ces derniers ont mis tout leur poids pour faire réussir la récolte des signatures. Mais cette réussite provient également de la multiplication des erreurs politiques de Mohamed Morsi. Ce dernier a ainsi fabriqué le consensus politique pour se faire chasser du pouvoir. Magistrats, journalistes, couches populaires, jeunes révolutionnaires, opposition politique séculière, élite militaire humiliée de la destitution de Tantawi, etc., etc. Il est vrai que pour arriver au pouvoir, les frères musulmans ont fait des promesses à tout le monde. Aux jeunes révolutionnaires, à qui ils ont affirmé leur volonté de réaliser les objectifs de la révolution, etc. Il y a eu un accord. Les jeunes révolutionnaires, une partie d'entre eux ont appelé à voter Morsi. Et également aux dirigeants de l'armée, où ils ont laissé entendre qu'ils étaient les seuls en mesure de mettre un terme à la contestation révolutionnaire. Cette stratégie a parfaitement réussi à les mener au pouvoir, mais elle devait fatalement les amener à décevoir et à trahir l'un des 2 camps. Mais dans la réalité, ils ont déçu les 2 camps. En fait, la rupture est définitivement consommée lorsque Mohamed Morsi décide de passer en force avec la déclaration constitutionnelle du 22 novembre, puis l'organisation précipitée d'un référendum les 15 et 22 décembre, pour faire approuver le texte. L'attitude dictatoriale des frères musulmans jette alors l'ensemble des forces d'opposition dans la rue, et révolutionnaires et libéraux fraternisent avec les contre-révolutionnaires qui commencent à entrevoir la possibilité de venger la défaite électorale de Shafik. Mais plus important encore, le succès populaire de la pétition de Tamarrud et la gigantesque manifestation du 30 juin provient des mutations des comportements politiques des Égyptiens, qui, contrairement à la période Moubarak, n'ont plus peur de s'exprimer, de descendre dans la rue et de signer des pétitions. Je rappelle qu'en 2010, le groupe autour de Baradei a voulu faire signer une pétition. Ils ne sont pas arrivés à trouver 1 million de signatures. Et ils avaient l'appui des frères musulmans. Ça, c'était en 2010. 2012, 2013, la situation est différente. Et telle a été peut-être la plus grande erreur des frères musulmans au pouvoir. Ils ont tenté d'endosser les habits de l'autoritarisme de Moubarak dans le cadre d'une société qui n'est plus la même, qui a changé, s'est politisée, n'a plus peur de s'exprimer et qui a compris que la démocratie ne se résume pas à mettre son bulletin dans l'urne. Donc, les frères musulmans, comme je vous l'ai dit, ont d'une certaine manière
sans le vouloir, fabriqué le consensus social et politique pour se faire chasser du pouvoir. Et plus encore, ils n'ont pas vu le coup venir. Et par conséquent, n'ont pas été capables de désamorcer la crise. Jusqu'à la dernière minute, ils auraient pu diviser la partie adverse en accordant quelques concessions. Mais ils ne l'ont pas fait. Qu'est-ce que cela révèle de l'organisation des frères musulmans? La manière dont les frères musulmans sont arrivés à fabriquer le consensus contre eux et le fait qu'ils n'ont pas vu venir le coup, à mon avis, est très révélatrice du mode de fonctionnement des frères musulmans égyptiens, en réalité surpris par une révolution à laquelle ils ne s'attendaient pas, celle du 25 janvier, et surpris par leur arrivée au pouvoir. Il est vrai qu'ils avaient une méconnaissance complète de la gestion de l'administration des affaires, tout comme d'ailleurs les autres forces politiques de l'opposition. Par conséquent, manque de compétences administratives. Mais plus important que cela, rapidement leur slogan favori, l'islam est la solution, a montré sa vacuité et le fait qu'ils n'avaient aucun projet économique et social alternatif à celui de Moubarak. De ce point de vue, je souscris aux travaux personnellement d'Olivier Roy quand il parle d'échec d'une utopie qui n'a pas été capable de fournir l'appareillage conceptuel lui permettant de penser sa réalité sociologique. Dans l'attente de la définition de leur projet, ils ont commencé par la stratégie du Temkin, c'est-à-dire à placer leurs hommes partout pour contrôler la situation. Manque de peau, l'administration égyptienne, forte de plus de 7 millions de fonctionnaires, est animée par des corps professionnels qui ont des intérêts à défendre. Hauts fonctionnaires, azhariens, magistrats, médias gouvernementaux, hommes de culture, services de sécurité du ministère de l'Intérieur et également l'armée. Mais il importe également de rajouter, pour comprendre cette cécité des frères musulmans, le comportement d'une organisation qui est passée très rapidement du statut de clandestin au statut de dirigeant politique. Ils sont restés avec le même type de fonctionnement d'une organisation secrète qui se méfie de tout le monde alors qu'elle est au pouvoir. De même, leur fonctionnement et attitude durant cette période ont mis en exergue certaines erreurs qui ont été très bien mises en exergue par un analyste égyptien qui s'appelle Mohamed El-Mahdi. D'abord, le sentiment de supériorité lié à la sacralité de leur mission. Ce sentiment de supériorité coexiste avec une image de modestie affichée pendant longtemps et qui ont fait croire à une partie de leur public qu'ils sont différents des autres hommes politiques, car ils se particularisent par leur inkar al-dhat. À ce sentiment de supériorité, il convient de rajouter le complexe de l'ancien opprimé et le sentiment de persécution de la part d'un complot international qui a provoqué des agressivités et des méfiances inutiles avec les institutions et les personnes. Mais cette croyance dans la supériorité de leur mission a justifié pour eux l'idée que tous les coups sont permis et qu'ils pouvaient promettre aux uns et faire le contraire de leurs promesses. D'où le sentiment général, propagé très rapidement, que les frères musulmans sont des menteurs, des fourbes et des dissimulateurs, des opportunistes, à cause notamment de leur double et triple langage. Or, tout ceci a nui à l'une des principales ressources politiques des frères musulmans, et qui est celui de la moralité. Et là, ce que je dis là, ce n'est pas un détail. C'est très important. Il serait faux de croire que les électeurs qui ont voté islamiste ont voté pour un État islamique. En fait, ils ont voté pour des gens qui craignent Dieu, ont une moralité religieuse, vont respecter leurs promesses, vont lutter contre la corruption et établir la justice sociale sur terre. Tout ceci, évidemment, alimente des rêves et des espoirs qui ne peuvent être que rapidement détruits. Mais plus important encore, dans le marché politique et électoral, et là je vous invite à lire les travaux de Marie Van Etzel, les frères musulmans mettent en avant leur moralité religieuse dans l'échange électoral. Et là, leur double et triple discours a eu un effet déplorable sur leur propre électorat. Et en effet, tous les hommes politiques sont des menteurs, mais tous les hommes politiques ne mettent pas dans le marché des biens politiques leur propre moralité religieuse. Il y a une différence entre un homme politique qui a comme programme de réduire le chômage et un homme politique qui se présente comme un homme de religion et de morale qui va établir la justice sur Dieu, sur terre. Mais cette croyance dans la supériorité de leur mission a provoqué chez eux, outre la négation ou le déni de la réalité, le sentiment bien ancré qu'ils sont les seuls à pouvoir mobiliser la population et à faire sortir les gens dans la rue. Les frères musulmans, encore une fois, n'ont pas réalisé que la société égyptienne, après le 25 janvier, s'est très rapidement politisée, n'a plus peur de sortir et de s'exprimer. Et la preuve a été les manifestations des 4 et 5 décembre, suite à la déclaration de Morsi du 22 novembre, où il s'arroge tout le pouvoir. Cette sortie massive dans la rue, jusque devant le palais présidentiel, a provoqué une réaction de violence de la part des frères musulmans qui ont envoyé leurs milices chasser les jeunes sit-iners avec comme premier résultat les premiers martyrs de la révolution provoqués par les frères musulmans. Même chose, à la veille du 30 juin, ils n'ont rien vu venir à cause de leur conviction, de leur capacité à toujours mobiliser leurs troupes
à n'importe quel moment. Maintenant, je voudrais passer au dernier point, c'est celui du matraquage médiatique et le fait que l'intelligence égyptienne a été pour beaucoup dans la chute des frères musulmans. Alors, quand Morsi a destitué l'ancienne direction de l'armée au mois d'août 2012, Tantawi et Ainen, sa décision en réalité n'a pas choqué les Égyptiens. Il y a même eu un soulagement certain de l'ensemble de la population, à cause de la gestion chaotique de la première période provisoire, sans compter les très graves atteintes aux droits de l'homme à l'encontre notamment de la jeunesse révolutionnaire. Et pourtant, quelques mois après, avec une rapidité inouïe qui m'a moi-même étonné, exactement lors du début de la crise au mois de décembre, l'armée a recouvert tout son prestige et l'opposition politique, Baradaï en premier, était prêt à aller à l'invitation du général Sissi pour discuter de la crise politique. Et ils refusaient les énièmes réunions de ce type avec Morsi, car ce dernier faisait des promesses et ne les remplissait pas. Et c'est en fait le bureau de la guidance qui, à la dernière minute, a annulé la réunion avec Sissi, car il a pris conscience du danger de telles rencontres. Et c'est à partir de ce moment-là qu'est apparue une demande d'intervention de l'armée, dont le jeu politique. Cela a commencé par les anciens acteurs médiatiques du système de Moubarak, mais cela a été repris de manière étonnante par les acteurs médiatiques et intellectuels qui ont été les fers de lance du combat contre l'autoritarisme de Moubarak. Ces derniers ont donc été fondamentaux. À l'époque, à partir de 2005, pour casser le projet de succession héréditaire de Moubarak à son père et pour préparer l'opinion publique à la révolution du 25 janvier 2011. Eh bien, avec l'arrivée des frères musulmans au pouvoir, ils ont continué, mais cette fois-ci contre Morsi et les frères musulmans. Il est vrai que ces derniers se sont particularisés par les tentatives de museler les médias en procédant à des changements de direction des journaux gouvernementaux et des chaînes de télévision publiques. Par contre, les journaux et les télévisions privées demeuraient hors d'atteinte. Tous les jours, les quotidiens et les émissions de talk-show des télévisions privées analysaient et critiquaient les décisions et les attitudes de la nouvelle élite dirigeante. Rappelons que de manière significative, les frères musulmans ont très peu de présence dans ce milieu. Le mouvement Tamard pour la signature des pétitions contre Morsi a été quotidiennement encouragé par les journalistes et les émissions de talk-show, tous les jours. Et il est possible de dire que les vrais dirigeants du mouvement Tamard, ce sont les journalistes, comme la star médiatique, comme Ibrahim Aïssa, comme Lamis Al-Hadidi, comme Wael Ibrachi. De même, il n'est pas étonnant que les jeunes dirigeants de Tamard eux-mêmes, ce sont des journalistes qui ont fait leur école dans ce type d'émission. Ce sont donc ces acteurs qui ont préparé l'énorme manifestation du 30 juin et qui, par la suite, ont continué leur travail de matraquage médiatique en faveur de la direction de l'armée, mais également de la police, avant la terrible répression des 2 sit-ins des frères musulmans. Ils ont d'abord bloqué les images du sit-in de Rabaa. Il fallait aller à Al Jazeera ou à France 24 pour voir ce qui se passait. J'étais en Égypte à ce moment-là. Donc, diabolisation des frères musulmans qui sont devenus des terroristes et les riches émissions de télévision talk show qui sont très suivis en Égypte n'invitaient plus que les experts militaires et les experts de la police. On a même vu la star médiatique Ibrahim Aïssa, qui a été fondamental dans la lutte contre Moubarak et pour défendre les frères musulmans à l'époque, donner des conseils sur la meilleure manière de lever un sit-in en faisant des morts, mais pas trop quand même. Ils ont donc préparé l'opinion publique, déjà très remontée contre les frères musulmans, à accepter la répression contre les frères musulmans. Et ce sont eux qui ont transformé le mécontentement des Égyptiens en haine contre les frères musulmans. Véritablement une haine contre les frères musulmans. Je vous donne quelques exemples des titres des journaux au lendemain du 3 juillet. Le pays a été nettoyé des frères musulmans. Masr adat ila ahliha, c'est-à-dire l'Égypte est enfin revenue à ses vrais citoyens, sous-entendu libérée des étrangers que sont les frères musulmans. Et c'est en effet autour de la question du eux et du nous que s'est construite la propagande médiatique qui a sélectionné et monté en épingle certaines erreurs ou politiques de gestion de Morsi et des frères musulmans au pouvoir. Quels sont donc ces éléments sur lesquels a travaillé le discours médiatique? D'abord le Sinaï, avec les soldats égyptiens assassinés par les groupes terroristes. Alors l'idée c'était de dire c'est Morsi qui a couvert ces groupes terroristes en liaison avec Hamas à Gaza. Les frères musulmans se seraient entendus également avec les Israéliens, les Américains et le Hamas pour donner une partie du Sinaï aux Palestiniens. Le Soudan. Morsi aurait promis aux dirigeants soudanais de leur donner une partie égyptienne à la frontière avec le Soudan. Enfin, ils vont vendre le canal de Suez aux Qataris. Ça, c'était
y a cette idée-là, si vous pouvez le lire, qui est très, très intéressant. Une très belle chanson qui a été faite juste après le 3 juillet, hein, qui s'appelle Teslim al-Ayadi. Et là, il faut lire, il faut entendre ça et traduire, hein, et les référents du discours médiatique sont là. Hein, et là, on n'entend que ça, hein, en ce moment en Égypte. Et mieux que ça, quand il y a au moment des manifestations des frères musulmans, là, après les manifestations continuelles, qui ne sont pas très importantes au niveau du nombre, mais qui continuent. Il y a quand même une pression. Et la manière de réagir de la population qui est remontée jusqu'à maintenant contre les frères musulmans, c'est de mettre cette chanson-là. Et ça donne toujours lieu à des batailles. C'est une chanson en l'honneur de l'armée, etc. Vous voyez, il y a Midan Tahrir, il y a l'hélicoptère de l'armée dessus. Alors, tout ceci pour donner, donc, renforcer encore la légitimité de l'armée qui protège la nation égyptienne des étrangers et des terroristes. Et le fait que les USA aient émis des critiques sur le 3 juillet, de manière paradoxale, cela jouait en faveur de Sisi, qui devient le tombeur des Américains, comme lanceur en son temps, pour affirmer la souveraineté de l'Égypte contre les puissances étrangères. Alors la question qui se pose est la suivante. Est-ce que ce matraquage médiatique a construit de toutes pièces ses référents? Non. En fait, il a joué sur des ressorts et a réactivé des ressorts existants en Égypte et qui ont un lien avec certaines particularités de la construction identitaire et politique dans ce pays. Moi, je ne suis pas égyptienne, mais je travaille depuis longtemps dans ce pays. Et j'ai toujours été étonnée de la force du nationalisme égyptien. De l'image, évidemment, de l'Égypte comme centre et patrie du monde arabe, mais également, et peut-être surtout, de l'attachement à l'État comme étant l'assise même de la nation égyptienne et comme acteur principal de 3 missions, la sécurité extérieure, l'armée, la sécurité intérieure, la police, et enfin la justice sociale. Le discours médiatique a donc joué sur ces 3 référents en montant en épingle le fait que les frères musulmans auraient un vague projet de califat ou de Oumma islamique qui allait fondre la nation égyptienne dans une sorte de magma islamique dont le chef pourrait être un Turc ou un Malaisien. En ce qui concerne l'armée et la police, là également, j'ai toujours été étonné du prestige. Quand il y a dans une famille égyptienne de classe moyenne, de classe populaire, un officier de police ou un officier de l'armée. En France, quand on a un policier dans la famille, on le cache. En Égypte, on en est fier. Non, c'est important que je vous dis parce qu'il faut essayer de comprendre derrière. C'est paradoxal vu de France, mais c'est comme ça. De même, il ne faut jamais oublier l'image des jeunes révolutionnaires du 25 janvier se faire prendre en photo sur les chars de l'armée. Et pour la police, comme en Tunisie, actuellement, il y a une demande d'ordre actuellement. À cause des énormes problèmes de sécurité, notamment dans les quartiers populaires et les villages et des zones éloignées. Et cette demande d'ordre s'est exprimée notamment avec le respect à la lettre, mais vraiment à la lettre, du couvre-feu qui a été imposé cet été et de l'interdiction de circuler. En janvier 2011, au moment de la Révolution, il y avait un couvre-feu. Il y avait une interdiction de circuler, mais personne ne l'a respecté. Là, moi, je suis arrivé, j'étais en Tunisie quelque temps, puis je suis arrivé donc fin août. L'avion est arrivé vers 6 h le soir, le couvre-feu était à 6 h, était à 7 h. Hein. Je suis arrivé vraiment à limite à prendre un taxi. Il n'y avait pas un chat dehors. Et ça montre bien le respect de l'affaire. C'est-à-dire que les gens ont accepté ce couvre-feu, il a été accepté, parce qu'il a été respecté. Ainsi donc, l'intelligentsia égyptienne a joué un rôle fondamental pour faire tomber les frères musulmans et pour légitimer le rôle politique de l'armée. Et à mon avis, il importe d'analyser leur attitude dans le cadre de la construction historique du statut et de la figure de l'intellectuel en Égypte, telle qu'analysée notamment par Alain Roussillon, mais également par Richard Jacquemont. La figure de l'intellectuel comme conseiller du prince, médiateur entre la société et les dirigeants et penseur de la réforme sociale. En 2005, cette intelligentsia, socialisée à la période nassérienne, s'est retournée contre le régime de Moubarak. Elle a été très importante dans le mouvement Kifaya. Et elle s'est retournée contre le régime de Moubarak pour deux éléments principaux. D'abord, le projet de succession héréditaire qui remettait en cause l'une des notions les plus importantes de la Révolution de 1952, à savoir l'idée républicaine. Faire succéder son fils, il y avait un retour à la monarchie. La seconde cause, également en lien avec le néolibéralisme qui se mettait en place et qui n'accordait plus de rôle social à l'État, du temps de Moubarak. Or, que signifie conseiller le prince quand ce dernier n'a plus de vocation sociale et n'a plus besoin du rôle des intellectuels comme éclaireurs et éducateurs? Donc en 2005, en contestant Moubarak, ils ont défendu leur propre statut et leur prestige et leur propre statut économique, politique et social.
Et en 2013, eh bien, on pourrait dire la même chose. Du fait du néolibéralisme islamique et de l'absence chez les frères musulmans d'une mission sociale accordée à l'État au profit de la bienfaisance privée. Comme en Tunisie, à mon avis, la contradiction principale est là. Il y a une demande d'État social en Tunisie et en Égypte. Et cette demande est en contradiction avec le néolibéralisme islamique qui se met en place. Mais revenons à l'intelligentsia. Ces gens-là se sont révoltés contre Moubarak parce que Moubarak remettait en cause leur statut de conseiller du prince et de penseur de la réforme sociale. Et en 2013, là, on n'est plus dans la menace de leur statut et de leur prestige. On est dans la menace de leur existence même, avec un pouvoir islamiste qui tient en horreur les intellectuels et les hommes de culture. Ce n'est pas un hasard si les frères musulmans n'ont pas de présence dans ce milieu. Et n'ont produit aucun grand journaliste, aucun romancier, aucun cinéaste. Or, la présence et la fonction de cette couche de journalistes, de cinéastes, de romanciers, d'essayistes, de musiciens, de chanteurs, etc., a un lien très important également avec la construction identitaire égyptienne. Qu'est-ce que c'est que l'Égypte sans le roman, sans le feuilleton, sans le film, sans la chanson, sans l'humour? Et il serait faux de croire qu'il s'agit là d'une donnée qui ne concerne qu'une élite. Ce n'est pas vrai. C'est l'ensemble de la société égyptienne qui est concernée, parce que véritablement en Égypte, cette couche d'intellectuels et de culturels ou de journalistes, etc., ont un public. Par exemple, en Tunisie, le public est en train de se constituer avec la liberté de parole, etc. Mais en Égypte, ils ont un public. Par conséquent, par-delà la question des acteurs qui ont préparé l'extraordinaire mobilisation du 30 juin, et dont il a été question plus haut, la gestion du pouvoir par les frères musulmans égyptiens pendant une année et les signaux qu'ils ont envoyés ont, semble-t-il, touché à des éléments fondamentaux de l'identité égyptienne, d'où l'extraordinaire soulagement et joie qui a accompagné leur éjection du pouvoir, et également et surtout peut-être la terrible indifférence qui a accompagné les massacres de la Baradawi. Maintenant, si on veut revenir à la politique, je dirais que ce sont les mutations du comportement politique des Égyptiens qui constituent le principal rempart contre les successives reformulations de l'autoritarisme politique que vit l'Égypte depuis le départ de Moubarak, que ces tentatives proviennent des frères musulmans, de l'armée ou des anciens foulouls de Moubarak. L'erreur des frères musulmans a été de vouloir endosser les habits de Moubarak dans le cadre d'une société qui n'est plus la même, mais cette erreur peut concerner tous les acteurs politiques. Aujourd'hui, il y a une demande de retour à l'ordre et la place de la libération est vide, mais peut-être pas pour longtemps. La coalition d'intérêts hétéroclites qui a chassé du pouvoir Morsi ne tardera pas à se fissurer. Et je voudrais, pour conclure, rappeler les propos de Michel Daubry quand il affirme que les sciences politiques savent que les périodes dites de transition sont traversées par des soubresauts, des coups échangés et des changements plus ou moins chaotiques dont le sens et l'issue est une inconnue. Il n'y a pas de loi de l'histoire qui pousse les transformations dans un sens ou dans un autre. Et la fluidité générale que nous observons montre comment les différents acteurs réagissent au jour le jour en fonction des événements, des calculs, des stratégies de chacun, mais ces actions ne conduisent pas forcément là où les acteurs pensaient arriver. Je vous remercie. Merci pour cet exposé extraordinairement riche qui va susciter de nombreuses réactions, je suppose. Merci Sarah Ben Nefissa. Je passe la parole à Christophe Ayad. Merci. Donc, moi, je ne suis pas chercheur, donc je ne suis pas venu avec un long texte, mais je me contenterai de quelques remarques. Évidemment, je souscris à la plupart de ce qui a été dit par Sarah. C'est un brillant exposé, un brillant résumé d'une période troublée et très riche. J'ai fait plusieurs séjours en Égypte et au cours de la Révolution et bien avant. Deux, trois petits points et je vais notamment rebondir sur ce que vous disiez. La victoire de Morsi est réelle mais pas évidente. C'est-à-dire que je ne pense pas que ça soit une fable, cette question de possible victoire de Shafik. Tout dépendait de comment on comptait ou pas des bulletins qui auraient pu ou pas être annulés en fonction de violations du code électoral. C'est-à-dire qu'il y a des gens dont on a considéré qu'ils ont été empêchés de voter
de toute façon, le résultat était le même. Faire revoter l'Égypte ou proclamer Shafik vainqueur était inenvisageable par l'ensemble des acteurs, même l'armée, qui de toute façon ne souhaitait pas, à mon avis, Shafik, pour des raisons internes à l'armée. C'est-à-dire que, après tout, Shafik, un ancien général, était légitime, lui, à faire le ménage dans l'état-major et ne pas forcément se laisser prendre, comme Morsi s'est laissé prendre, par des changements de poste qui finalement... c'est-à-dire qu'en fait, il a cru en août nommer un général, sinon islamiste, en la personne de Sisi, mais du moins un sympathisant. Quelqu'un qui était ouvert aux thèses conservatrices. D'après tous les témoignages, Sisi est quelqu'un d'extrêmement religieux, de très conservateur, mais conservateur et religieux, ce n'est pas frère musulman. Surtout pas en Égypte. Il y a un conservatisme religieux qui est violemment anti-frère, et on va le découvrir. Enfin, on est en train de le découvrir, on le connaissait, et là, on va le revoir. Ça, c'est un premier point, mais ce risque d'une victoire de Shafik, qui est de la politique fiction et qui n'est pas intéressant, ce qu'il dit, c'est une chose, c'est que l'Égypte était à 50-50. Donc, on n'est pas passé de 70, 75 ou ni même 60% pour les frères à un an plus tard le contraire. C'est qu'on est passé de 50-50 à 75-25, je n'en sais rien. C'est-à-dire que je pense que déjà au moment où Morsi arrive au pouvoir, la popularité des frères est très érodée. C'est une première chose. Tamarod, je pense qu'il y a une histoire à faire, effectivement, de ce mouvement, de son archéologie. Moi, ce qui m'a quand même frappé, c'est le nombre d'hommes d'affaires qui gravitaient autour, de profils divers, c'est-à-dire Sawelis, dont l'engagement démocratique, libéral est assez connu, qui s'est arrangé pendant un temps du régime Moubarak, avant de finir par le rejeter, et proposer une option libérale, etc. Mais il y a d'autres hommes d'affaires, Mustafa El-Guindi, par exemple, qui est franchement un opportuniste, qui a été une sorte de poisson pilote du moubarakisme que j'avais croisé dès 1998, c'est-à-dire juste après le massacre de Luxor. C'est un étrange personnage, assez séduisant, totalement francophone, qui régulièrement se met dans le sillage de quelque chose qui est proche du pouvoir ou de qui va être le pouvoir et qui comprend très très bien les positionnements à tenir. C'est un des hommes qui a financé, c'est par exemple lui qui a payé l'estrade la manifestation du 30 juin. Et il a pas mal mobilisé de l'argent, des moyens, des réseaux pour Tamarod lorsqu'il s'est agi d'aller faire signer cette pétition en province. De toute façon, on ne connaîtra jamais les chiffres réels. 13 millions, 22 millions, je n'en sais strictement rien, c'est symbolique. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, même pour la manif du 30 juin, c'est lorsqu'on dit 13 millions. Pourquoi ? Parce que Morsi a eu 12 millions de voix. Donc c'était une façon de dire la mobilisation du 30 juin était supérieure à l'électorat Morsi. Et on est beaucoup dans le registre du symbolique aussi. Pas forcément de la réalité, ce qui est assez étonnant parce que tout le monde est libre de parler aujourd'hui, mais vous ne savez pas plus la vérité la réalité de ce qui se passe en Égypte sur le terrain. C'est pas parce que tout le monde est libre de parler qu'on arrive à savoir précisément qui a fait quoi à quel moment. Alors que de l'information, il y en a même trop. Sous Moubarak, il n'y en avait pas assez, et là, il y en a beaucoup trop. Les frères musulmans au pouvoir, moi je les ai vus à un moment qui était effectivement en décembre, qui était un moment assez crucial. C'est-à-dire après cette espèce de crise accélérée où ils ont perdu le pays. Ils ont perdu la confiance du pays. Et ce qui s'est passé à Ittihadiyya s'est passé dans toutes les villes du pays, sur un mode tellement identique que c'en était même troublant. C'est-à-dire qu'on s'était à se demander s'il n'y avait pas un mot d'ordre. C'est-à-dire que Ittihadiyya, le rassemblement devant le palais présidentiel, l'intervention des milices, les gens qu'on attrape dans les manifs, qu'on emmène dans les locaux des frères pour les torturer, les interroger en leur disant qui t'envoie, qui te paye, etc. Tout s'est passé j'ai vu à Damanhur, qui est quand même une ville du Delta assez éloignée, etc. Mais bon, les médias, ça communique très vite. Maintenant, les gens sont prévenus en temps réel, pas forcément par Twitter, la télé suffit. Mais il y avait quelque chose d'assez étonnant dans ce retournement qui a été extrêmement rapide et extrêmement violent. Il puise effectivement, comme dit Sarah,
ses ressorts dans quelque chose d'assez profond, en fait, qui a été... Alors, je vais parler un peu des frères et de leurs erreurs, puisque vous disiez qu'est-ce qui s'est passé, ils étaient populaires. Oui, ils étaient populaires, mais déjà moins, parce que à partir de janvier, ils partent de haut, de janvier 2011, ils partent de haut et ça va très très vite. Je pense qu'ils payent le fait de ne pas avoir pensé le passage aux politiques pur et dur. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de stratégie de pouvoir. Ils se sont laissés happer, aspirer dans une politisation accélérée qui est due à différents facteurs. L'armée qui leur demande implicitement de rétablir l'ordre. Eux-mêmes qui se disent c'est une occasion en or, il n'y en aura historiquement pas des comme ça des centaines, enfin même une autre. Ils ont cru à un moment historique et ils ont eu raison. Il y a eu un vide ou quelque chose à faire en tout cas. Troisième facteur très important, leur dissension interne. C'est-à-dire que le fait qu'ils aient renvoyé dès après la révolution de janvier plusieurs dizaines, voire centaines de jeunes qui ont participé, blogueurs, etc., qui sont partis dans Al-Tayyar al-Masri, qui est ce parti qui finalement fait un score ridicule, mais qui est à l'époque une bande d'agitateurs assez intéressant. Hein. C'est les jeunes islamistes de la Révolution. Le fait que Aboul Futuh annonce et persiste dans sa volonté de se présenter à la présidentielle, alors que eux avaient dit qu'ils n'iraient pas, ça les force à y aller. Parce que, étant absent, évidemment, Aboul Futuh et le salafiste Abou Ismaïl occupent l'espace des sondages d'avant la présidentielle, d'avant même les candidatures, de manière écrasante. Et là, je pense qu'ils sont pris d'une panique qui est, mais et si un islamiste est élu et que ce n'est pas nous, c'est-à-dire que soit Abou Ismaïl, salafiste, à l'époque un peu gauchiste, un peu proche de la révolution, prend la tête du camp islamiste en Égypte, nous ne pouvons pas accepter... La grande préoccupation des frères, c'est d'être... il n'y a pas d'autres islamistes que eux. Et toutes leurs erreurs pendant un an, c'est aussi beaucoup leur obsession des salafistes qui les pousse à des positions assez dures et à renier la part libérale de leurs électeurs, enfin, les libéraux parmi leur électorat, d'où cette constitution rédigée à la va-vite, sans les libéraux, etc. etc. Mais donc il y a cette peur de la concurrence qui les pousse à aller aux élections. Ils veulent y présenter leur homme fort, Khaïrat el-Shater, qui d'une certaine manière était légitime au moins dans la confrérie, mais qui se fait éliminer. Je pense que là-dessus, il y a une grosse responsabilité de l'armée qui a incité Souleyman, Omar Souleyman, vice-président de Moubarak, ex-chef des Mukhabarat, à se présenter pour pouvoir éliminer d'un coup 3 candidats. Souleyman, donc on disait l'ancien régime, est out. Abou Ismaïl, qui faisait peur à tout le monde, et Shater. Et là, on s'est retrouvé avec le numéro 6 de la confrérie, qui est, franchement, il y a un paramètre personnel, c'est-à-dire que Morsi a pu susciter une sorte de bienveillante tendresse des Égyptiens au début, par sa maladresse, son côté très baladi, enfin j'exagère, il n'est pas baladi, mais son côté sans prétention, modeste, effectivement, professeur, quoi, d'université qui gagne petit. Mais ça a vite tourné à autre chose, parce qu'après tout, il y a une culture politique en Égypte, du zaïm, du raïs, du pharaon, qui n'est quand même pas... Morsi a ridiculisé l'Égypte dans plusieurs situations très précises. Il a fait des impairs inimaginables à l'Union africaine, lors de sa visite à Merkel. Je ne rappellerai pas l'épisode, mais qui était quand même hallucinant. Et puis, il a commis des impairs... effectivement, comme disait Sarah, ils ont touché à des symboles de l'identité. Et ça, c'est pas possible. Ça ne veut pas dire qu'ils voulaient forcément la changer, mais ils y ont touché de manière très, très maladroite. C'est-à-dire qu'inviter à la fête du 6 octobre les dirigeants des Jamaat Islamiyya, qui étaient globalement les assassins de Sadat, à la fête où lui-même, dont Sadat était le héros et où il a été assassiné en 81, c'était inimaginable. Et ça, je pense qu'on n'a pas aussi donné l'ampleur de ce que ça représentait dans l'imaginaire égyptien.
Quand je dis que les frères n'ont pas pensé leur passage aux politiques, c'est qu'ils n'avaient pas forcément réfléchi à comment répartir le travail, les fonctions, les prééminences, les circuits d'information et de pouvoir entre entre un parti et une confrérie. Déjà, c'est assez compliqué. Là-dessus, c'est ajouté de manière accélérée l'État. C'est-à-dire qu'ils ont effectivement, ils ont occupé les institutions puisqu'ils ont été élus à des postes. Et il y avait une sorte de confusion permanente entre à qui on avait affaire, mais à commencer par Morsi. Bon, alors une des preuves de ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi j'ai des témoignages directs comme quoi ces discours, et en particulier son dernier discours du 26 ou 27 juin, je ne sais plus exactement, qui dure une heure et demie où on est en plein délire, juste avant la manif du 30 où il commence à paniquer, lui arrive par fax. Et il le découvre, lui arrive par fax 5 minutes avant son direct à la télé, et il le découvre en le lisant. D'où ses bafouillages, c'est son ton complètement grandiloquent, puis à d'autres moments, il a les yeux rivés au texte, etc. Et ça a été en permanence. Lorsqu'il annonce, moi j'ai observé un moment essentiel qui était, pendant cette crise de Ittihadiyya en décembre, il y a l'annonce que les prix des produits de base vont tous être augmentés. Enfin, que les subventions des produits de base vont être diminuées, voire supprimées. C'est destiné, évidemment, à... ça fait partie du package FMI. Hein. Les frères étaient persuadés qu'ils avaient les Américains avec eux après l'affaire de Gaza. Ils avaient les Américains avec eux dès le début, mais qu'en plus, avec le fait d'avoir ramené le calme à Gaza au bout d'une semaine, leur donnait un crédit terrible à Washington. Et Washington, c'est aussi le siège du FMI, de la Banque mondiale. Et ils se sont dit, c'est plié. Donc, le FMI, on va la voir. Il y avait eu effectivement une négociation. Et dans la négociation, ils devaient annoncer, dans un premier temps, des diminutions de subventions des prix aux produits de base, puis dans un deuxième temps, la suppression, sur plusieurs années, des subventions à l'énergie, ce qui est le vrai sujet qui fait frémir tous les Égyptiens. Si le prix du diesel commence à augmenter, là, on en touche toutes les campagnes, toute l'activité, tous les gens qui vont travailler. C'est exactement comme au Brésil, l'histoire du ticket de bus ou du ticket de métro. C'est vraiment, on fait passer je ne sais pas combien de millions de personnes sous le seuil de pauvreté en augmentant de 20%, ou de 50%. Ils annoncent ça en pleine crise d'Ittihadiyya, alors que leur légitimité est déjà contestée à cause de cette constitution rapidement adoptée. La confrérie, quand je dis ils annoncent, c'est-à-dire que le gouvernement annonce ça. Mais l'annonce, en fait, ne l'annonce pas. Il fait passer un texte il ratifie une loi qui passe dans comment on appelle ça, le journal officiel. Et on s'aperçoit que c'est passé au journal officiel. C'est-à-dire que c'est même pas été une annonce. On s'aperçoit que donc la nouvelle sort. Le porte-parole du gouvernement semble assumer, de Morsi, la présidence. Et dans l'après-midi, ou le lendemain, la confrérie juge que c'est désastreux, effectivement, politiquement, dans ce contexte, d'annoncer des augmentations alors qu'ils sont déjà détestés par je ne sais combien d'Égyptiens. Qu'est-ce qui se passe? Morsi annule la mesure par un statut Facebook à 1h du matin, le dimanche. C'est-à-dire la nouvelle est sortie le samedi. Dimanche, la confrérie commence à dire par Twitter, partout... non, c'est pas possible, etc. Nous refusons une telle mesure injuste qui frappe le peuple égyptien, parce que déjà qu'ils étaient accusés d'être le parti de l'étranger, le parti du FMI, c'est pire. Sachant le passé de l'Égypte avec les grandes institutions internationales, 56, je vous rappellerai pas le canal, etc. La construction du barrage, le refus de financement de la Banque mondiale. Donc c'était vraiment passé pour le parti de l'étranger et des pires étrangers, des capitalistes plutocrates, quoi. Et donc, évidemment, ils appellent Morsi à annuler, qui annule. Donc, ils ont détruit eux-mêmes la légitimité de leurs propres dirigeants. Autre chose qui m'a frappé, c'est que quand on demandait qui sont les conseillers de Morsi, alors on s'apercevait qu'il y avait vraiment, franchement, les 3 conseillers les plus proches, c'était la bande de Khayrat el-Shater, qui était là pour l'encadrer. Mais que c'était des gens, hommes d'affaires, sécuritaires et plutôt renseignements. Et puis le cercle plus large des 15 conseillers, 20 conseillers de Morsi. Je ne parle pas du cercle des 50, parce que là, en fait, il a nommé plein de gens qui ne sont jamais venus au palais.
C'est eux qui ont démissionné les premiers. Alors tous les jours on disait il y a 3 conseillers qui ont démissionné, mais on s'apercevait qu'en fait ils conseillaient rien ni personne. Mais les 15, ce n'était que des profs d'université. Et il y a eu une sorte de régime de profs d'université qui est très très proche de la sociologie des frères. Hein, c'est un lieu d'implantation extrêmement fort. Mais l'intellectuel déclassé en Égypte, c'est pas forcément l'endroit ou le type de fonction dans laquelle on s'habitue au pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir en Égypte, on y touche où et quand et comment? Dans les fonctions sécuritaires, armée, police, et dans les réseaux, les ex-réseaux PND qui ont touché à de l'argent, ou les réseaux tribaux, notamment en Haute-Égypte. Alors, en Haute-Égypte, les frères ont gagné beaucoup de popularité, mais est-ce que... Moi, j'ai vraiment eu le sentiment qu'ils n'ont pas su jouer sur toutes les palettes du piano égyptien. Et toutes les palettes, c'était un coup du tribal, un coup du sécuritaire, un coup des hommes d'affaires, etc. Ils n'ont joué que sur, effectivement, leur réputation, leur moralité. Alors, on vous présentait le docteur Morsi qui a fait ses études à la NASA, mais qui parlait quasiment pas bien l'anglais. Le docteur machin qui a fait de l'économie, mais qui a globalement jamais géré, ne serait-ce que la caisse du syndicat. Et donc, ça a fait un peu un gouvernement de cuistre, très franchement, qui passait son temps à pérorer, mais n'avait pas beaucoup de prise de levier sur la réalité. Là-dessus, vous ajoutez un État profond, comme on dit, mais qui à tous les échelons se sent menacé, parce que ça a été un sentiment très très fort, c'est que effectivement, les gens ont cru qu'on allait tous les remplacer. Et c'est ce que les frères ont commencé à faire de manière la plus stupide qui soit. Le directeur de l'Institut anti-cancer est remplacé par un jeune médecin frère, qui est cancérologue, mais qui a 20 ans de métier de moins, pas de background international, personne ne le connaît, etc. Tourisme, pareil. Donc évidemment, le nouveau responsable du tourisme nommé par les frères a appelé l'ancien au bout de je ne sais plus, 2 mois, je crois, paniqué, en lui disant ça, tout s'écroule, ça marche mal. Est-ce que tu peux me faire des notes pour me conseiller? Il y a eu beaucoup de ça. Et puis, donc cette grande peur, elle est descendue jusqu'au niveau du petit fonctionnaire. Et ces gens-là, on les a retrouvés quand? Le 30 juin. C'est-à-dire les directeurs d'école, les proviseurs, même les professeurs. Les professeurs ont cru, à tort ou à raison, que des frères allaient les remplacer d'autres frères professeurs, qu'on allait les foutre au placard et qu'il allait y avoir un État frère. Alors, est-ce que tout ça était... Évidemment, les frères se défendent de ça en disant « mais l'État nous a détruits, aucun de nos ordres était exécuté par le ministère de l'Intérieur », et tout ça. C'est pas faux. Hein, il y a eu un jeu très pervers du ministère de l'Intérieur. Et quand le ministère de l'Intérieur dit « nous allons protéger les manifestants du 30 juin », ou ceux du rassemblement le 26 juillet pour le mandat à Sissi, c'est proprement scandaleux. Son action qui suit par rapport aux manifestants du sitting. Donc voilà pour les frères. Il y a une dernière chose, c'est que les frères avaient toujours, avaient bâti leur popularité en venant en complément de l'État. C'est-à-dire que l'État assurait très mal un minimum vital et les frères, eux, donnaient plus. Évidemment, quand les frères sont devenus l'État, ça, ils ont eu tous les défauts de l'État égyptien, qui est d'être mal organisé, de mal distribué, de donner de manière injuste, etc. etc., etc. Donc, lorsqu'on est une ONG de charité, tout ce qu'on fait, c'est bien. Mais lorsqu'on est l'État, tout ce qu'on fait, c'est mal. L'État ne fait jamais assez, en Égypte comme en France, enfin, ou en France comme en Égypte. Donc, il y a eu ce problème-là aussi symbolique, c'est qu'ils étaient des outsiders qui apportaient un plus, et ils sont devenus le corps de l'État qui, avec tous ses défauts, je veux dire, l'État égyptien n'est pas très performant en matière sociale, etc. Et en plus, on ne savait plus où il fallait aller pour avoir, je ne sais pas, pour bénéficier d'une subvention, d'un peu d'argent. Alors les gens allaient dans les institutions habituelles, mais on leur disait ma fiche. Alors ils allaient chez les frères qui leur disaient mais retourne voir l'État puisque c'est un frère, etc. Donc même au niveau local, les gens étaient très très perdus. On ne savait jamais à qui il fallait parler, au parti, à la confrérie ou aux frères qui avaient été mis en place par l'État, si tant est qu'il y a eu le temps de le mettre en place.
Parlons des démocrates, enfin des démocrates ou des écrivains d'intelligentsia. Effectivement, moi je suis un peu abasourdi. Je me suis beaucoup pris la tête. J'ai eu une longue interview avec Richard Jacquemont pour essayer de comprendre les ressorts de tout ça. J'ai l'impression qu'effectivement, ils se sont sentis très menacés dans leur fonction, dans leur rôle par rapport à l'État, et qu'il y avait moins d'indépendance qu'on ne l'a cru. L'intellectuel libéral auto-entrepreneur, non, quoi. C'est pas parce qu'on te tenait des discours anti-armée. Il y avait, je pense, une fonction tribunicienne qu'ont occupé un certain nombre dans leur critique de l'armée, de l'autoritarisme, mais je suis pas sûr que le cordon ombilical ait été coupé. C'est surtout, je pense aussi, si j'essaie de me mettre dans leur façon de voir les choses, je la partage pas, mais je la respecte. Quand on écoute Assoani, il dit 25 janvier, nous sommes une petite révolution en 2011. 30 juin 2013, c'est la vraie révolution, parce que arrive qui? Le peuple. Alors là, et c'est vrai que débarquent des gens qui n'avaient jamais manifesté de leur vie. Hein, les petites classes moyennes qui se sentaient, ou pauvres, populaires, qui ne se sentaient pas concernées, qui triment pour ne serait-ce que survivre au jour le jour, etc. Eux sont descendus. Et là, l'intervention du peuple, je pense, et sa mise en scène, parce que tout ça a été mis en scène aussi, enfin, comment dire, quand je dis mise en scène, on n'est pas dans un truc Potemkin, mais il y a eu une geste autour de ça, une façon de le raconter. L'arrivée du peuple a tétanisé les intellectuels égyptiens qui sont quand même dans une sorte de grande fascination du peuple. Et surtout, pour eux, le 30 juin, ce qui s'est retrouvé, c'est la révolution et la contre-révolution, c'est-à-dire que finalement, ce petit peuple assez conservateur qui avait été pro-Moubarak mais qui ne disait plus rien et qu'on a appelé Hizb el-Kanapa, qui avait été horrifié par les 2 années de troubles et de violences, hein, de daoucha, de problèmes, quoi, de foutoirs, d'absence d'ordre, et qui fait beaucoup penser d'ailleurs à la période 68, 69, 70. Ces gens qui ont été très, très... qui ont une très forte demande d'ordre et de système lisible, sont descendus. Et là, si vous aviez la révolution et la contre-révolution, eh bien là, c'était la vraie... Enfin, comment dire? J'allais pas dire la contre-révolution, mais la révolution et la majorité silencieuse, là, on avait pour eux la vraie révolution, parce qu'il y a tout le monde. Alors, est-ce que les masses font la révolution? Pas pour moi, mais visiblement pour Assoani, oui. Assoani et d'autres, hein, je ne veux pas le cibler. Et qu'est-ce qui a fait le ciment de tout ça? C'est beaucoup le nationalisme, c'est-à-dire que le point de convergence de ces gens-là, qui viennent quand même d'horizons très opposés, c'est le nationalisme. Et l'autre point de convergence, c'est une forme de populisme social qu'on voit réapparaître avec toute cette fascination, cette mise en scène de la fascination pour Nasser, son indépendance, mais aussi son souci social. Moi, j'ai vu des gens qui commençaient à dire, dès le mois d'août, on va fonder un parti avec le fils de Gamal ou avec la petite fille de Gamal, puisqu'ils sont encore... la petite fille de Gamal Abdel Nasser enseigne à l'université américaine, elle a pris des positions politiques, etc. On va fonder un parti, et le programme, ça sera l'Égypte et le pain gratuit. Et ça, c'est un retour... Enfin, quand je dis un retour, pas une restauration, mais ça rappelle quand même des slogans des années 50-60. Hein, et moi, je pense qu'on y voit en germe... Là, alors, vous demandiez, quelle démocratie peut-il y avoir en Égypte aujourd'hui? Sans les frères, visiblement, il y a une volonté des autorités actuelles de faire sans les frères. Ou avec des frères mis au pas. C'est-à-dire très, 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 très diminués quand même. En plus, ils s'en fichent tant qu'ils ont les salafistes. En tout cas, une partie des salafistes qui participent au jeu, ça suffira. Al-Nour a très bien compris tout le bénéfice qu'il pouvait tirer de cette affaire. Je dis pas que c'est pas... Moi, je pense que c'est très dangereux pour le pays parce que il y a tout un tas de nuances de salafisme et que la majorité, à mon avis, des salafistes vont d'abord commencer par se retirer du jeu politique,
qui va être considéré comme sale, comme injuste, comme impie, et on va passer à autre chose. Quoi, je n'en sais strictement rien, mais enfin bon, on ne peut pas dire que l'Égypte soit un pays apaisé en ce moment. On voit poindre des germes de violence. Je ne parle pas du Sinaï qui, lui, est carrément embrasé, mais il y a des germes de violence potentiels très forts. Donc, oui, il va y avoir probablement des élections sans les frères ou avec des frères extrêmement diminués. Même très diminués, je pense qu'ils... Je ne sais pas, je ne veux pas prédire. Ils ne feront pas un score ridicule, mais ils ne feront sûrement pas le score qu'ils faisaient avant. Donc, est-ce qu'une démocratie sans frères est possible ? Ben, je pense qu'elle n'est pas très viable, mais elle est possible dans un immédiat proche. Ce qu'on va voir apparaître, c'est, je pense, des sortes de partis populistes qui vont se créer de manière extrêmement rapide. Des formations sorties de nulle part, parce que ces 2 années d'atermoiement où tout le monde s'est retrouvé à demander tout et son contraire, notamment le débat sur la Constitution a été désastreux parce qu'il fallait commencer par ça, puis finir par autre chose, et on a tout pris, on a marché sur la tête, mais c'est pas pareil, c'est pas ni un reproche ni une condamnation, c'est des processus qui sont pas faciles, on ne sait pas par où il faut commencer, donc chacun avait son option, son opinion. Les gens en ont eu tellement marre que je pense que les partis qui ont participé à ces 2 ans de transition sont assez discrédités et que vont apparaître une sorte de formation ou plusieurs formations ad hoc destinées à... alors ça, c'est une prédiction, je ne veux pas non plus lire dans le marbre, mais à favoriser la mise sur la rampe de lancement de l'homme providentiel. Je ne suis même pas sûr que Sisi a envie ni l'intention de se présenter, mais je pense qu'il y sera absolument contraint. C'est-à-dire que les circonstances, la pression, les intérêts de cette classe médiatique qui a tout misé sur lui, mais comme au poker, on fait tapis, font que je ne vois pas bien comment on pourra échapper à ça. Je ne vois pas comment on pourra élire un nouveau fantoche, même Hamdine Sabahi, qui aujourd'hui est dans l'humeur du temps. Ça serait le parfait homme-lige d'un régime Sisi, pour dire les choses de manière un peu brutale. Eh bien, je pense que élire quelqu'un comme Sabahi serait répéter l'expérience Morsi. C'est un homme politique beaucoup plus malin, beaucoup plus charismatique, beaucoup plus intelligent, mais n'empêche qu'il n'a pas non plus, lui, de levier de pouvoir. Or, gouverner l'Égypte aujourd'hui sans avoir des leviers qui fonctionnent, même les frères, on a vu qu'ils n'ont pas été capables de mobiliser leur réseau au profit de l'État lorsqu'ils ont été en charge de l'État. Donc aujourd'hui, je ne vois qu'une seule institution efficiente, c'est l'armée. C'est-à-dire que c'est à peu près la seule institution égyptienne où, quand vous donnez un ordre en haut, il est exécuté en bas. Plus ou moins bien, plus ou moins mal, mais il y a une chaîne de commandement qui fonctionne. Voilà, donc je ne vois pas bien comment on invitera Sisi. Je ne suis pas sûr que lui a envie de s'éterniser, mais voilà, il faudra faire avec. Sisi ne sera pas un Moubarak. C'est-à-dire qu'à la fois, on retournera, je pense qu'on va aller vers quelque chose de plus autoritaire, plus populiste, mais plus pluraliste aussi. C'est-à-dire que tant qu'il maîtrise le jeu politique, on peut avoir des élections avec des partis créés toutes pièces et ensuite gérer. Après tout, on va pas refaire un PND avec toutes les baronnies du PND, les gens, il faut des gens du Fayoum, des gens de je ne sais où, etc., dans la composition du gouvernement pour respecter des équilibres régionaux, des réseaux financiers, bancaires, etc. Je pense que si jamais il se présente, est tellement fort qu'il peut lui imposer quelque chose. Mais il aura affaire à une sorte de scène politique très émiettée, avec des vrais démocrates, avec des jeunes qui vont continuer leur travail, qui portera leurs fruits peut-être dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, je n'en sais strictement rien. Mais il y a aussi des temps de maturation comme ça qui font que le personnel politique égyptien aujourd'hui, il a plutôt 60-70 ans. L'avenir du pays, c'est plutôt des gens de 20 à 30 ans. Je pense qu'il leur faut une bonne dizaine d'années avant d'arriver à des postes de responsabilité. Ceux qui y sont allés trop vite se sont cramés. Ils ont été vite discrédités, rejetés, etc. Mais il y a tout un vivier quand même extrêmement nombreux de jeunes. C'est pas l'âge qui fait la qualité,
mais qui ont quand même eu un autre rapport avec la politique au 25 janvier. Ça, je pense qu'on ne l'éliminera pas. Et ils ne sont pas quelques centaines, quelques dizaines, ils sont plusieurs milliers, plusieurs centaines de milliers. C'est-à-dire quand vous allez à Mehalla, vous avez 15 blogueurs vedettes à Mehalla. Vous en avez 150 au Caire, ou 1500, je n'en sais rien. Mais il y a, à l'échelle nationale aujourd'hui, la politique est descendue dans le local, partout. Et la politique explicite, la politique politicienne, ou le désaccord, ça, on ne reviendra pas. Oui, il y a une peur, il y a et une peur et une fatigue de la dispute, de la dispute nationale. C'est-à-dire que, là, je ne veux pas faire du culturalisme, mais les Égyptiens n'aiment pas une image d'eux divisée. Donc, il y a toujours cette nostalgie d'époque unanime. Évidemment, l'unanimisme était obtenu par des... Bon, c'était une autre époque, et il est obtenu aussi par des trucs. Et le meilleur moyen de mobiliser, ou susciter l'unanimité, c'est le nationalisme, par exemple. Donc, voilà. Après, comment va se constituer une force démocratique ? Je pense que ça bouillonne et qu'il va falloir regarder de près ces tentatives de troisième Midan, c'est-à-dire échapper à Midan Tahrir de l'armée, à Midan Rabah al-Adawi, qui étaient les frères. Mais déjà, il faut qu'il y ait une recomposition au sein du champ islamiste qui est très, très émietté maintenant. Il va y avoir des débats extrêmement forts qui, en plus, ne pourront pas se tenir au grand jour sur faut-il participer, pas participer, sous quelle forme, est-ce que c'est notre faute. Ce qui est un peu dommage aussi, c'est que je pense que les débats chez les frères sur les erreurs commises a été complètement, je ne vais pas faire de mauvais jeu de mots, mais tué par ce qui s'est passé à Rabah al-Adawi. C'est-à-dire que ils sont retournés à leur situation la plus confortable, celle qu'ils connaissent, qui est la persécution, le martyre et la clandestinité. Donc, croire qu'on peut les éradiquer, non. Je pense qu'on a porté des coups à l'organisation comme n'en ont pas été portés depuis les années 60. Depuis la période Nasser, pour moi, on n'est pas dans la période Moubarak. On est où ils avaient quand même un vivier comme ça, illégal mais toléré, mais qui vivait au grand jour. Voilà, et moi, je terminerai par une dernière remarque qui rejoint ce que disait Sarah. C'est que un des trucs qui est frappant au Caire en ce moment, c'est qu'il y a la Trinité là, qui est exposée sur plein de tableaux, c'est Nasser, Sadat, Sisi. Moubarak est éliminé. Bon, pour quelle raison ? Parce que Moubarak, il est encore en cours de jugement, que je pense que l'histoire ne l'a pas digéré, et parce que je pense que... Bon, parce que toute cette mise en scène, elle est faite par des gens qui sont... C'est pas une manipulation de l'armée, c'est des gens qui sont très au fait de ce que l'armée veut, attend, du désir et de l'armée et du peuple. Sadat a été digéré, alors que moi j'ai passé les années 90 en Égypte où je ne pouvais pas aller voir un intellectuel, un écrivain, un musicien, un penseur sans qu'il me commence par un couplet anti-Sadat d'une demi-heure. Sadat vendu à Israël, vendu aux Américains, qui a vendu l'économie nationale à des escrocs, etc., etc. Là, c'est plus ça. Il reste de Sadat quoi ? Il a récupéré le Sinaï. La paix avec Israël n'est pas revendiquée, mais après tout, c'est un acquis. C'est jamais dit, mais c'est un acquis. Et surtout, voilà, c'est ça. Il a récupéré le Sinaï, des terres. Or, le Sinaï va jouer un rôle très important, au sens réel du terme, c'est-à-dire la situation sécuritaire dans le Sinaï peut faire dérailler beaucoup de choses. Si demain vous avez un drone, voire plus que ça, des Israéliens qui viennent se débarrasser d'un groupe qui a fait une action armée vers Eilat ou de l'autre côté de la frontière, vous pouvez mettre vu le contexte et l'ambiance de nationalisme exacerbé, je ne vois pas comment l'armée égyptienne va pouvoir traiter ça sans mettre en scène symboliquement une réaction forte. Or, elle n'a pas intérêt à ce qu'un conflit éclate. C'est pas quelque chose d'envisageable. Mais le ton va être nettement plus dur que sous les années Moubarak. Et ça, l'armée d'ailleurs le reprochait à Moubarak de se faire marcher dessus en permanence. Les frères surfaient là-dessus et l'armée le sait.
Mais je pense surtout que pourquoi on a cette trinité aussi, parce que Moubarak a brisé un tabou de l'armée. Or, l'armée, en 52, c'est elle qui a donné forme à l'État moderne égyptien, comme Mohamed Ali a donné forme à une forme à l'État moderne. Enfin, l'armée a reformulé l'État moderne égyptien et Mohamed Ali l'avait fondé. Eh bien, c'était effectivement, ça reposait sur la fin des dynasties. Or, Moubarak, je pense que moi, ça c'est quelque chose que j'ai vu de loin. C'est une période où je n'allais plus en Égypte et j'ai sous-estimé la force du rejet de cette tentation dynastique qui bousculait énormément de choses dans le consensus des élites égyptiennes. En tout cas, des élites politico-militaires. Économiques, c'est moins évident. Il y en a qui militaient pour. Le PND, pour moi, ne se reformera pas, notamment pour ça, parce qu'il s'était plié à ça, et que l'armée ne supportait pas ça. Donc voilà, on n'aura pas de PND. Dans ce sens-là, c'est pas un retour à l'ancien régime, mais on va retourner à... On voit réapparaître effectivement des têtes d'ancien régime. Est-ce que le nouveau pouvoir les supporte? Il les laisse faire, en tout cas. Il va peut-être même... Je pense que certaines figures d'ancien régime vont... dans les organes policiers, vont plus loin ou voudraient aller plus loin que ne voudrait l'armée, qui n'a pas de problème idéologique avec les frères, mais qui effectivement continue à les considérer comme un corps étranger à l'Égypte. Et donc, l'armée pouvait accepter qu'il soit à la tête du pays, mais pas qu'il le dirige. Ce qui était une sorte de mission impossible. C'est-à-dire que Morsi aurait pu réussir comment ? D'abord, dans ces conditions économiques, je ne vois pas trop, mais il aurait pu réussir éventuellement en formant une sorte de gouvernement de coalition nationale où l'ensemble des forces politiques étaient représentées, en tout cas tous ceux qui avaient voté pour lui, et même au-delà, et en passant son temps à cajoler l'armée, à la mettre en scène, etc. Mais c'était être une sorte de sous-Erdogan du début. Mais après, ils ont été beaucoup moins fins qu'Erdogan. Erdogan, son premier mandat, après tout, des réformes islamistes, il en fait très très peu. Il se concentre sur la prospérité. Je vais donner du travail aux Turcs. Et à partir de là, il bâtit, et il en est à 3 ou 4 mandats. Là, on peut commencer à faire avancer un agenda qu'on voit avancer en ce moment de manière un peu plus accélérée. Mais au deuxième mandat, il commence à s'attaquer à ses ennemis, l'armée, etc. Mais l'infiltration de l'État, ça a été 8 ans, pas 8 mois. Voilà. Et les frères ont confondu l'adhésion religieuse des Égyptiens, qui sont un peuple très religieux, et ils ont confondu conservatisme et frérisme. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est un religieux conservateur qu'on est un frère. Voilà, c'était quelques remarques. J'ai peut-être été un peu long. Merci. Bon, je suppose que, vu la richesse des interventions, les questions sont nombreuses. Est-ce que vous avez des questions ? Il me semble que vous n'avez parlé ni l'un ni l'autre des pénuries qui ont marqué quand même, aggravé, disons, la situation en Égypte les derniers mois précédents et qui se sont arrêtées, je crois, de manière assez frappante au bon moment. Est-ce que vous préférez qu'on prenne plusieurs questions ou qu'on fasse des questions-réponses ? Plusieurs questions ? Bon, on va peut-être commencer par les questions-réponses, du coup. Allez-y. Oui, il me semble, même s'il n'est pas suivi de manière très suivie, pardon, sous Morsi, disons l'année de son règne, je me demande si finalement l'expression politique n'a pas été plus libre
qu'elle ne l'est depuis le changement de régime. Bon, je pense à Bassem Youssef, qui vient d'être éjecté de la chaîne sur laquelle il a refait une émission. Voilà. Et il avait beaucoup regardé Morsi. Et apparemment, ça a été quand même, finalement, ça ne se passait pas si mal pour lui. On peut commencer à parler. Par rapport aux pénuries d'essence, là, tout ça, moi, je ne connais pas les détails, hein, mais bon, à mon avis, c'est un coup. Hein. C'est des coups qui ont été faits pour montrer que la gestion de Morsi est dégueulasse, etc. etc. Hein, et tout d'un coup, je ne sais pas qui sont les acteurs. Peut-être que... Écoutez, je n'ai pas étudié le dossier de très près, mais quand vous savez que l'armée possède l'un des principaux réseaux de distribution d'essence, voilà, c'est net. Maintenant, attention à une chose. Il y a des vrais problèmes, puisque pendant la période du SCAF, enfin du Conseil suprême des forces armées du CFCA, il y a eu des pénuries graves d'essence, en particulier en Haute-Égypte, mais aussi au Caire. Or, ça, ce n'était pas dans l'intérêt de l'armée d'apparaître comme incapable de fournir. Ce qui s'est trouvé, c'est que pendant les 2 derniers mois, oui, il y a eu une accumulation de pénuries qui ressemble à une sorte de volonté de sabotage. Après, je pense aussi qu'il ne faut pas sous-estimer, notamment en termes de... Je crois que les frères ont été très maladroits sur une histoire de blé, qui est quand même la grande panique des Égyptiens. L'Égypte est le premier importateur mondial de blé. Or, ils ont stoppé les achats parce que les cours étaient trop hauts, mais ça a donné... les gens qui étaient déjà dans un contexte de pénurie ont commencé à paniquer, en se disant quoi, il ne va plus y avoir de blé, en plus ces imbéciles ont arrêté d'en acheter, mais les réserves vont se vider, etc. etc. Et je pense que les frères... Moi, il y a quelqu'un qui participait à ces négociations du FMI. Il me dit, au début, on a continué à avoir affaire, sous les frères, aux fonctionnaires qui négociaient avec nous, qui d'ailleurs était un chrétien, peu importe. Et puis, quand est arrivé décembre et qu'ils se sont crispés, on l'a vu arriver entouré de 3 types qui, là, ont commencé à être dans une sorte de véritable... un peu comme des commissaires politiques, quoi. Et au fur et à mesure des mois, on voyait notre interlocuteur parler de moins en moins, et les 3 parlaient de plus en plus. Et en plus, avec des messages complètement contradictoires. Et en fait, je pense que dès qu'ils ont été contestés, ils ont eu le réflexe du surcontrôle, quoi. On veut tout faire, tout nous-mêmes, parce qu'on a confiance en plus personne. Or, ils faisaient mal, et donc je pense qu'ils étaient responsables d'un quart des pénuries, mais pas plus. Effectivement, il y a eu quelque chose d'orchestré. Moi, je serais curieux de savoir l'état des comptes de la nation aujourd'hui, mais enfin bon, il faut demander peut-être, à mon avis, au gouverneur de la Banque centrale de Riyad, parce que ça, c'est un aspect qu'on n'a peut-être pas abordé, c'est l'importance de l'Arabie Saoudite, des Émirats et des États du Golfe pas dans le 30 juillet, pas dans le 30 juin, ni dans le 3 juillet, mais dans ce qui a suivi. C'est le fait qu'il y a un ballon d'oxygène continu, visiblement. Quant à la liberté d'expression, Bassem Youssef, je demande à voir, parce que, pour être très précis, sa deuxième intervention, son deuxième programme, a été censuré par CBC, parce que, de l'aveu de tous ceux qui ont vu l'émission, puisqu'elle était enregistrée en public, donc il y a des gens qui ont vu qu'est-ce qu'il disait, enfin ce qu'il disait, il s'en prenait surtout à sa chaîne, en la brocardant, en la ridiculisant, parce qu'elle avait dit qu'elle soutenait le sentiment national, qu'elle était contre le fait qu'on s'en prenne au sentiment national. Moi, ce qui me fait peur en Égypte aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression de retrouver des réflexes on va dire, d'ancien régime, mais c'est que les gens surveillent ce qu'ils disent à nouveau. Ils ne disent plus tout. Est-ce qu'il risque de leur arriver tant d'ennuis que ça? De la part des autorités, je ne suis pas sûr. En allant manifester, oui. Ça, vous pouvez être sûr que si vous descendez dans la rue contre le gouvernement, la répression sera féroce. Et qu'en plus, vous aurez affaire à des Baltaghi armés, éventuellement même à des civils qui ont décidé de se défouler et qui sont franchement protégés par les forces de l'ordre.
Hein. Aujourd'hui, vous allez sortir avec un fusil à pompe pour tirer sur une manif de frères, la police vous laissera faire. Ce qui est quand même honteux parce que l'État prend parti. Mais dire que parce que vous avez dit quelque chose, vous risquez de finir fracassé dans un commissariat, je ne sais pas. Je pense que l'humeur n'est pas très bonne. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que les gens ont plus peur des autres, c'est-à-dire du lynchage médiatique, même à la maison. C'est-à-dire que vous dites un truc dans votre immeuble que vous n'étiez pas d'accord avec, et alors là, tout l'immeuble vous fait la gueule, et votre voisin vous fracasse la porte, ou se livre à du vandalisme. Il y a une intolérance terrible qui, je pense, est le fruit de 2 années de troubles où les gens ont beaucoup intériorisé la violence, ont beaucoup pris sur les nerfs, et là se lâchent. Il y a une demande d'ordre. Il y a une demande, on en a marre des manifestations, on en a marre des critiques, ça suffit maintenant, il y a une demande d'ordre. Ça, c'est la première chose. Par rapport à il y a un consensus inouï autour de cette question de l'armée qui lui a sauvé l'Égypte, de ce qu'allaient faire les frères musulmans, etc. Moi, j'ai jeté un coup d'œil sur les organisations de droits de l'homme, la position des organisations de droits de l'homme. Il y en a à peu près une vingtaine, une trentaine qui sont connues comme étant sérieuses, importantes, etc. Moi, je les connais, etc. Juste avant le 30 juin, ils avaient publié un communiqué ensemble pour critiquer tout ce qu'avaient fait les frères musulmans. Et à peu près 25 avaient signé, etc. Pour dénoncer ce qui se passait à Rabat, la levée du signe, il n'en restait plus que 6 à signer. C'est inouï, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc voilà, ça c'est un... Il n'y a pas eu de descente contre eux. Non. C'est les 6 qui l'ont fait. Non. C'est ça qui, moi, me fait plus peur. C'est l'autocensure. L'autocensure. Ouais. C'est le fait que des ONG de défense des droits de l'homme disent « Ah non, mais ceux-là, on va pas. Ceux-là, c'est des terroristes, c'est pas vrai. » D'eux-mêmes, par conviction. Par conviction, oui, c'est pas par peur, c'est par conviction. Ouais. Merci, bonsoir. À propos de Mohamed Morsi, pendant une discussion avec les dirigeants soudanais, il paraît, et je voudrais votre confirmation, qu'il aurait dit, pendant une discussion sur les eaux du Nil, sur la part de l'Égypte sur les eaux du Nil, qu'il aurait dit que tout était discutable, que tout pouvait être mis sur la table de discussion, donc y compris remettre en cause la part de l'Égypte sur les eaux du Nil. Et il paraît que c'est ce qu'on lui a reproché le plus. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est simplement un emballement médiatique? Et une deuxième petite question à propos de l'absence d'autres alternatives que Sisi. Ma question porte sur Mohamed El-Baradei. Est-ce que, comme le dit l'un de ses proches collaborateurs, il serait définitivement brûlé politiquement, ou peut-il y avoir encore un espoir de son côté? Merci. Alors, par rapport à ce qu'a dit Morsi sur la question du Soudan, le Nil, les eaux du Nil, etc., moi, je voudrais d'abord rappeler ce qu'a dit tout à l'heure Christophe Ayad sur la question de l'information. Et ça, c'est important. Et ça nous pose un problème, nous, en tant que chercheurs en sciences sociales ou journalistes, etc. C'est que du temps de Moubarak, on avait un problème d'accès à l'information. Là, on en a une pléthore. Et on ne sait plus que le vrai du faux. C'est pas possible. Nombre de journaux, etc., qui disent le tout et le contraire du tout. Donc, on ne peut pas vérifier. Le problème, c'est la vérification, maintenant. Donc, je ne sais pas ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit. En tout cas, ça a été monté en épingle pour dire, voilà, il va donner les eaux du Nil. Par rapport à Baradei, l'alternative, il a énormément déçu, Baradei. Énormément déçu. Et ce qui est étonnant dans son comportement, c'est qu'il y a quand même un comportement un peu bizarre de Baradei. Je ne pense pas qu'un homme comme lui, aussi, quand même, ce n'est pas n'importe qui, etc., n'est pas perçu là où ils s'engouffraient. Là où ils s'engouffraient. Il était un des premiers à aller vouloir discuter avec Sisi. Alors, par rapport à Baradei, moi, je crois qu'il a... Peut-être pas... on ne sait pas dans les prochaines années, peut-être. Mais là, pour le moment, il est cuit. Au niveau interne, il est cuit. Après. Bon. Par rapport à l'histoire du Soudan, effectivement, pour moi, ça fait partie des mythes qui circulent.
Parce que par moment, je me suis pris à me dire, est-ce que je suis fou ou en fait, peut-être que. Mais je n'imagine pas un dirigeant. Je veux dire, Morsi a beau être un dirigeant égyptien, il n'allait pas dire non mais finalement nous renonçons aux eaux du Nil. Je veux dire, il est égyptien, il est frère musulman égyptien. Et effectivement, cette question du Nil est absolument cardinale de manière très concrète pour tous les Égyptiens. Mais pour moi, ça fait partie d'une sorte de grande campagne sur cette question de ils nous ont voulu nous transformer. Et même l'eau du Nil, ils l'ont touchée. Bon, après, j'essaie d'imaginer des choses un peu rationnelles, sérieuses. Qu'est-ce qui se passe sur les eaux du Nil en ce moment? L'Égypte explose les quotas. C'est-à-dire croire que l'Égypte veut maintenir son quota, c'est une blague. Elle le dépasse depuis longtemps. Il se trouve qu'il y a une recomposition du bassin en ce moment, que vous avez l'ensemble des pays de l'amont, 9, ont réussi à signer un traité entre eux, qui entrera en vigueur dès qu'ils ont atteint 9, et c'est le cas. Il manque plus qu'on va rajouter Sud-Soudan, qui n'avait pas d'existence juridique suffisante pour pouvoir le signer, mais c'est le cas, ou ça va être le cas. Donc l'Égypte a vu son statut en très peu de temps complètement basculer, avec en plus l'Éthiopie qui est en train, pour le coup, dans les années 70, quand l'Éthiopie disait on va faire de l'hydroélectrique, c'était une blague, mais là ça ne l'est plus, parce que c'est des compagnies chinoises qui sont en train de construire les barrages. Donc ils vont exister, ils existent. Moi je serais un dirigeant égyptien, dire tout est sur la table, ça ne veut pas dire je rends tout, mais il va bien falloir que l'Égypte discute, parce que si elle refuse toute discussion, l'accord anglo-égyptien, le traité de 50, je ne sais plus combien, est complètement, ou même des années 20, est complètement caduque. Et vous avez 9 pays de l'amont qui se mettent d'accord sur une répartition qui laisse une portion congrue à l'Égypte. Donc il va falloir rentrer dans cette discussion. Donc moi, je serais un dirigeant égyptien, oui, je dirais aux Soudanais, il va falloir qu'on en parle. Et le Soudan est peut-être l'un des rares pays, le seul, qui, pour le coup, hésite. Le Soudan du Nord, enfin le Soudan tout court, mais hésite, parce que je pense qu'il n'est pas sur la position égyptienne sur le Nil. Si l'on parle de Baradei, bon, alors le problème, c'est que Baradei, et ce n'est pas lui faire injure, mais je pense qu'il est beaucoup plus écouté, suivi en France qu'en Égypte, enfin en France, en Occident. Ça ne veut pas dire qu'il l'assimiler à un étranger, c'est absolument ignominieux. Baradei est un Égyptien, comme les autres, et voilà, il a fait de la politique, il a eu des positions courageuses, il a été contradictoire. Le problème, c'est que je pense qu'il s'est complètement cuit en participant à ce gouvernement, puis en n'assumant plus. Donc finalement, il a les deux désavantages, c'est-à-dire qu'il est grillé auprès des islamistes comme figure indépendante, même de gauche, même laïque, même impie, ce qu'on veut, mais il a quand même participé. Il est resté après cette... Pour moi, la césure, c'est pas le 30 juin, c'est pas le 3 juillet, c'est la manifestation du tafouit, du mandat. C'est-à-dire que quand Sisi dit aux gens « descendez dans la rue pour me donner mandat pour lutter contre le terrorisme », avec des accents que je trouve extrêmement bushiens, parce que moi j'entends la rhétorique de Bush lorsqu'il parle de... ou assadienne, si vous voulez. Et là aussi, c'est pas, je ne suis pas dans l'insulte ou l'invective. Je veux dire, vous remplacez... les discours de Assad par ceux de Sisi, on n'est pas très très loin. Hein, ça, c'est un des aspects intéressants et graves d'ailleurs en ce moment. Mais donc, c'est là que pour moi, c'est fait de la césure entre ceux qui avaient un malaise, l'ont exprimé, et Baradei, je suppose, était mal à l'aise, ne l'a pas exprimé, s'est monté, et puis finalement, il est parti au lendemain du massacre, mais pas avant. Bon, Baradei, il a dû quitter l'Égypte. Pour ce que j'en sais, il est dans une maison de campagne en France en train d'écrire ses mémoires. Je ne crois pas que ça fait progresser sa carrière politique en Égypte. Son crédit auprès des éditeurs américains, sûrement. Voilà. Sur ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait que Morsi, je voudrais juste donner une petite illustration, que Morsi s'attaquait à
des symboles de patriotisme. Moi, j'ai entendu il y a 15 jours qu'une de ses plus grandes fautes, c'était de vouloir donner le Sinaï aux Palestiniens. Enfin bon, qui est très grave. Alors, moi, je voudrais vous poser une question à tous les deux, parce que tu as fini en disant il y a une demande de social très importante, et vous avez fini en disant on va vers un conservatisme, enfin si j'ai bien compris, un populisme conservateur. Est-ce que c'est contradictoire ces deux approches ou pas? Non, moi, je pense que la question sociale, je pense que la question sociale existe, va continuer, parce qu'on a oublié aussi que sous Morsi, il y a eu plein de manifs pour renationaliser des entreprises qui avaient été privatisées, et que ça par contre, ça je pense que ça peut continuer c'est aujourd'hui la seule manifestation légitime en Égypte aux yeux des autorités. Vous pouvez faire une manif en disant ouais, notre compagnie a été privatisée par cette bande d'escrocs de Moubarak, nous voulons que le grand État dirigé par le grand Sissi revienne à la grande Égypte qui avait des grandes entreprises. Ça, vous pouvez descendre dans la rue, d'une certaine manière, c'est compliqué de vous dire non. Et je pense que la question sociale est d'abord parce que les revenus des gens ont diminué, leur niveau de vie a diminué, secoué par 2 années de troubles et de crise économique. Donc, et moi, je pense qu'on va avoir affaire à des partis populistes et que le prochain pouvoir va se reposer sur 2 choses: du populisme social et conservatisme religieux. Mais un conservatisme très couilletiste, enfin, voilà, c'est à la manière salafiste, c'est-à-dire les chaînes salafistes, d'ailleurs, n'ont pas été interdites tant qu'elles ne font pas trop de politique. Tant que la question, c'est est-ce que je dois rentrer avec le pied droit ou le pied gauche dans la mosquée? Est-ce que combien de fois, machin? Je me moque, mais fondamentalement, c'est ça les programmes. Mais il y a plein de gens qui, lorsqu'on se retire de la politique, se replient sur une sphère, et là, il n'y a pas du tout de quoi se moquer, c'est pas le cas, sur une sphère très privée et de la pratique religieuse et d'une pratique extrêmement scrupuleuse. Qui se repolitiseront peut-être à un moment plus tard, mais là, c'est plus l'heure. Donc, je suis d'accord avec ce que tu as dit sur la question sociale, là, qui va être déterminante là, pour les prochaines années. Il y a eu déjà des décisions qui ont été prises là, pour augmenter le SMIC, etc. Donc, je ne reviens pas là-dessus. Moi, je voudrais insister sur 2 points. Sur la question de Morsi a donné le Sinaï aux Palestiniens, je ne sais pas quoi, etc., que la remise en cause du nationalisme exacerbé des Égyptiens, etc. Moi, je crois qu'il est important non plus, il est important également de ne pas sous-estimer les référents de la pensée des frères musulmans. Je crois que c'est important de dire qu'ils sont nés en 1928, au moment où le califat a disparu, etc. Et donc, il y a cette idée de la Oumma islamique. Elle est là. Elle est là, elle est importante. Et moi, je pense que pour un Morsi, dans son point de vue à lui ou un Palestinien, on est les 2 musulmans, quel est le problème si on se partage la terre? Et pourquoi pas? Le problème, c'est que ça c'est venu en complète contradiction avec l'idée du nationalisme égyptien construit autour d'un État moderne, etc., etc. Quand le moche des frères musulmans en 2007-2008, il a été interviewé, puis ils lui ont dit est-ce que vous préférez que le futur président de la République soit égyptien ou soit... Il a dit moi, ce qui importe pour moi, c'est qu'il soit un bon musulman, un bon croyant, et qu'il pourrait être turc ou malaisien, c'est la même chose. Tous fait Masr, il a dit. Il l'a dit. Et de son point de vue à lui, ce n'est pas de la trahison. C'est pas de la trahison, mais ça a été perçu comme ça. Donc moi, je crois que c'est important non plus de voir qu'il y a quand même une distinction dans la pensée islamique. Donc maintenant, il y a tout un travail à faire sur Le problème, c'est qu'ils sont restés avec des grandes idées, mais finalement, ils ont très peu produit pour essayer de s'adapter au réel dans lequel ils sont. Moi, j'ai rien contre le califat, moi. Moi, je suis même pour le califat, personnellement. Mais qu'on l'adapte, qu'on en fasse l'État, la Ligue, je sais pas quoi, des États arabes, quelque chose comme ça. Ils sont restés avec des trucs comme ça, généraux. Et bien, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils n'ont pas su s'adapter, tout simplement. Parce qu'ils n'ont pas produit. Et ben, c'est pour ça que l'idée de Oliver Roy est importante. Quand tu dis, ils n'ont pas fourni l'outillage conceptuel
pour comprendre le réel dans lequel ils sont et s'y adapter. Ça, c'est la première chose. Maintenant, j'ai peut-être une petite nuance à donner par rapport à la question du conservatisme religieux. Oui et non. Écoutez, moi, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup les films et les feuilletons égyptiens, etc. Je ne sais pas si vous avez jeté un coup d'œil cette année sur les feuilletons du mois du Ramadan. Moi, maintenant, il y en a une dizaine ou une vingtaine. Alors là, je n'ai jamais vu ça. Whisky sur toutes les tables. Ah oui, whisky sur toutes les tables. Tout le monde couche avec tout le monde. Ça drague de tous les côtés, etc. Mais c'est véritablement ça. C'est-à-dire que ce sont des feuilletons qui ont été faits au moment où les islamistes étaient au pouvoir. Paraît-il également que la commission de la censure, comme on était en plein bouleversement, elle n'a pas pu fonctionner. Et donc ça a été un éclatement. Alors là, c'est inouï. Donc sur le plan des mœurs, je ne suis pas si sûr, moi, qu'il y ait un retour. Au contraire, moi je crois qu'il y a un impact de la révolution du 25 janvier, notamment sur le plan des mœurs. Baladez-vous un tout petit peu maintenant, notamment dans certains quartiers. On ne voit que des cafés et des filles et des garçons assis ensemble à parler, à veiller, etc. Et là, c'est vachement important, ça. C'est important. Le nombre de cafés qui ont été ouverts. C'est pas possible. C'est à Zamalek, un café. Et ce sont filles et garçons qui... Même au centre-ville. Et un peu partout. Et filles et garçons ensemble à veiller jusqu'à minuit, 1h, 2h, 3h du matin. Et ça, c'est un des acquis de la révolution du 25 janvier. Moi, je crois qu'il faut le dire, ça. Et voilà. Voilà. Et puis, voilà. D'autres questions? Pour faire vraiment un grand écart, parce que je voudrais réagir sur ce que vous venez de dire, là, au niveau conceptuel, les femmes musulmanes n'étaient pas préparées à faire... Khomeini, en février 79, c'était bien longtemps avant et dans une autre sphère, ils ont vraiment réussi à faire de la politique. Et ils y sont encore. Alors pourquoi? Pour plusieurs choses. C'est que je pense que... Non, mais c'est intéressant parce qu'après tout, il y a eu une révolution islamique en Iran. Et c'est un modèle. Morsi est le premier président égyptien à se rendre en Iran depuis 1979. Ça ne veut pas dire que c'est un modèle pour eux, parce que c'est des chiites quand même. Mais il y a un autre rapport à cet objet fondamental qui est la révolution iranienne. La différence, c'est que je pense que ils sont... Alors, je suis même certain que les penseurs, ou s'il y en a intellectuels frères musulmans, ne sont pas allés voir ce qu'ont fait les Iraniens, à l'exception de Fahmi Hawaizi, qui était un peu obsédé par l'Iran, éditorialiste à l'Ahram, mais qui n'a jamais été considéré comme un frère. Il était un compagnon de route. Mais c'est le seul. Ce qu'on sous-estime, c'est qu'en Iran, il y a un clergé d'une richesse inimaginable qui a produit pendant, je veux dire, le Velayat el-Fakir, ça naît, on dirait, les frères musulmans, c'est né en 28, et c'est pas des masses avancées, effectivement, conceptuellement, depuis Sayyid Qutb. Pour moi, c'est, voilà, après Qutb, est-ce qu'il y a beaucoup de production? En tout cas, pas notable, pas suffisamment forte, révolutionnaire pour... Il y a eu des gens qui ont écrit, mais ils ont tout de suite été expulsés, on leur dit. Mais en Iran, il y a eu... Khomeini avait avec lui une école. Tout le clergé, une bonne partie du clergé de Najaf, avant l'arrivée de Saddam Hussein, travaillait avec Khomeini. Donc, ils avaient déjà un appareil. Il y avait un clergé qui, en Iran, est constitué en force politique depuis 1905. Hein, il y a eu la révolution constitutionnelle, le clergé est déjà là. La question de la place du clergé dans le politique est déjà posée. Donc, c'est une des forces politiques de l'Iran, déjà de manière évidente. Et il y a déjà des batailles entre, je ne sais plus les noms exactement, mais entre ceux qui pensent que le clergé doit jouer un rôle de conseil en religion et ceux qui pensent qu'il doit carrément diriger la cité. Cette bataille, elle a lieu dès les années 50, tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. Donc le débat est ancien, le terreau fertile. Mais après, je pense aussi que les khomeïnistes ont fait une chose que les frères n'ont pas osé faire jusqu'au bout, qui était la violence. C'est-à-dire la constitution, la dissolution de tout l'appareil sécuritaire, police, enfin SAVAK, armée. Alors ça leur coûte très cher parce que quand l'Irak attaque en 1980, il n'y a plus d'armée. D'où on crée les passes d'Aran, etc. Mais
et constitution de milices, des Bassidj, qui se livrent à de la violence dans la rue, de l'intimidation et de l'assassinat politique. C'est-à-dire que les khomeïnistes ont été beaucoup plus violents pendant la première année, beaucoup plus déterminés dans l'assassinat politique, dans l'emprisonnement de leurs opposants et donc de tous les communistes avec qui ont manifesté avec eux. C'est ça l'amertume terrible des militants de gauche iraniens. C'est que en 3 mois, leurs compagnons de route se sont complètement retournés et se sont retournés contre eux directement. En Égypte, ça a été le cas, mais je veux dire, les frères ont fait à l'échelle nationale 128 victimes, ce qui était recensé comme ça. Il y avait les 128 martyrs des frères. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ont fait les khomeïnistes pendant la première année, qui ont dû emprisonner jusqu'à 30 000 personnes, mater l'université, matraquer, tuer les opposants. Et bon, Moudjahidine du peuple leur ont porté des coups extrêmement durs aussi, en faisant sauter des immeubles entiers avec plusieurs ministres et une bonne partie de l'état-major proche de Khomeini. Mais l'Iran, je pense qu'on était plus proche de la Révolution française, en violence, en quantité et en changement des élites. Par rapport à cette question-là, moi-même, je l'ai posée à une amie iranienne qui est chercheure en sciences sociales, et je lui dis comment ça se fait que la révolution iranienne, et finalement, les islamistes iraniens sont arrivés à se maintenir au pouvoir. Et elle m'a donné une idée qui me semble assez intéressante. Elle m'a dit le consensus social s'est fait autour des islamistes iraniens au moment où ils ont été attaqués par l'Irak. Et donc, les islamistes iraniens ont récupéré le nationalisme iranien. Alors là, on voit dans l'exemple égyptien que oui, mais... il y a eu à peine un an. Hein. Voilà, à peine un an, oui. Et donc, ils ont récupéré la force de la nationalisme. Alors qu'en Égypte, on voit que c'est le contraire. Le nationalisme est là, et ils sont... It's time. Mais merci beaucoup de ce débat très riche.